Vous êtes nombreux à adresser la question de la loi C-18 et qu'est-ce qu'on fait sur Google, sur Facebook, sur Instagram, comment on est présent, est-ce qu'on continue de mettre des dollars là? Donc, comme vous êtes plusieurs à avoir questionné le tout, c'est certain que nous, comme accompagnantes en bon choix marketing, on n'a pas le choix de donner notre opinion là-dessus. Et personnellement, moi, comme entrepreneur, je tenais à réfléchir comme il faut à la question. C'est certain que moi, j'ai longuement travaillé en télévision, qui est un média traditionnel. J'ai étudié en communication, j'ai fait des cours en journalisme. Je comprends bien l'écosystème et je voyais que c'était une question très complexe et j'étais pas prête à donner mon opinion tout de suite au départ quand l'annonce de la loi a été faite, puis ensuite quand Facebook, en fait Meta et Google ont décidé de retirer tous les contenus d'information de leur plateforme, débloqués. OK? Donc, moi, j'avais besoin de mon temps de repos. Je suis partie en vacances, je suis revenue. J'ai eu la chance d'en discuter avec plusieurs clients. J'ai eu la chance d'en discuter en équipe. Et aujourd'hui, dans l'infolettre, ça me fait plaisir de partager qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les enjeux? 2, ce qu'on en pense. 3, quoi faire avec ça? Et 4, vous orienter vers des médias de journalistique qui ont évolué, qui ont changé la façon de faire et qui, selon nous, réussissent autrement. Et on vous invite à les suivre de sorte à voir comment ils travaillent eux parce que on pense qu'ils adoptent de saines pratiques dans l'écosystème. Donc, premièrement, on commence par ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement fédéral a annoncé la fameuse loi C-18 qui forcerait certains groupes, mais pour ne pas dire Meta et Google, à donner des redevances aux organismes de presse qui font de la nouvelle sur leur plateforme. Qu'est-ce que Facebook, Meta et Google ont répondu? Ils ont répondu, parfait, on va bloquer les contenus de presse journalistique. Et donc, on n'aura pas à payer des redevances à des médias traditionnels qui créent de la nouvelle. Et ça, c'est grave parce que toute notre démocratie est fondée sur une saine information. On l'a vu dans les dernières années, il y a eu plusieurs dérapages. Notre population n'est pas informée sur ce que c'est de la nouvelle. En communication, une des premières choses qu'on apprend, c'est que la chronique, c'est pas du journalisme. Le journalisme, c'est factuel, ça évolue avec la nouvelle. C'est parfois biaisé, mais ça ne devrait pas l'être. Il ne faut pas que ça le soit. Donc, c'est ce qu'on a de plus proche de non-biais et la réelle information journalistique. C'est une richesse inestimable qu'on prend trop pour acquis ici. D'autant plus que on est un Québec qui est vaste. On a des médias locaux un petit peu partout qui font de la nouvelle locale. Puis je pense qu'on a trop été gâtés, puis on l'a pris pour acquis, cette nouvelle-là. On ne lui accorde pas la valeur qu'elle a. OK? Donc, ça, c'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que c'est important comme sujet, parce que la plupart des gens s'informent maintenant sur des réseaux sociaux, sur Google, vont lire que le titre, ne vont pas aller consulter l'article. Et donc, si la majorité de la population n'est exposée qu'à de la nouvelle socio, de la chronique, voire même de la désinformation, délibérée ou non, eh bien, c'est dangereux. OK? Donc, ça, c'est ça qui se passe. Les différents enjeux. Pourquoi le gouvernement a pris cette décision-là? Pourquoi il y a une loi? Pourquoi Google et Facebook sortir? Ben, dans le fond, l'enjeu, c'est l'argent. Il y aurait en ligne là, 80% des revenus publicitaires qui vont maintenant à Meta et Google. Et puis là, les organismes de presse qui font de la nouvelle en ligne, ben eux, ils sont pas contents parce qu'ils se disent, hey, c'est eux qui prennent mes revenus. OK? Et donc, eux, ben, ils n'ont plus de budget. Si tout va en numérique, les nouvelles sont de plus en plus numériques, hein, vous le savez, on les consulte dans nos téléphones, tout ça. Et donc, ils n'ont plus les moyens de payer des salaires de journalistes qui font un travail de fond pour nous amener la nouvelle. Donc, si on n'est plus rentable, il n'y en a plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles de qualité, d'actualité, de presse, de journalistes qui travaillent de façon rigoureuse d'un point de vue local et national.
Ça, c'est un enjeu extrêmement important. Facebook, Google, eux, leur point de vue, c'est qu'ils font un cadeau aux organismes de presse en leur donnant gratuitement de la visibilité, donc sans payer. Quand on parle de portée organique, ils disent: ah, ben vous avez de la portée organique gratuite et donc on vous fait un cadeau. On ne devrait pas vous payer de redevance. Et maintenant, on observe le blocage d'informations. Et donc là, c'est fait. Vous avez dû le voir passer. Parce qu'ils ne veulent pas donner de redevance. OK? Qu'est-ce qui se passe avec Facebook et Google? Ce sont 2 entreprises en bourse avec des actionnaires qui doivent être contents des rendements en fin d'année, qui doivent empocher. Donc, c'est rendu uniquement là, des machines à dollars et il n'y a pas beaucoup, en fait, il n'y a pas nécessairement de conscience du consommateur et de comment on va développer un produit qui est utile pour la société, pour la population. Ils ont complètement tassé ça de côté et ils veulent générer des profits pour la satisfaction d'actionnaires froids qui voient leur placement comme un simple placement pur, indépendamment de tout ce qui se passe autour avec le produit dans lequel ils ont investi. Ce qu'on en pense? Bon, là, ça se croche. Le milieu journalistique a longtemps été lié aux médias traditionnels. OK? La façon dont on prenait nos nouvelles avant, hein, c'était les nouvelles de 18 heures à la télé, hein, on connaît les chaînes qui les diffusent. Il y avait les quotidiens papier, on recevait ça à la porte, on consultait. Et puis, comment ça fonctionnait? C'est que on vendait de la publicité traditionnelle et on mesurait les résultats publicitaires traditionnels à travers on appelait ça des PEB, OK? C'était des points. C'était une forme de pointage qui nous donnait une multiplication. C'était le nombre de personnes moyen fois l'exposition ou la répétition. Donc, on calculait une mesure de PEB. On achetait des PEB et un coup que c'était acheté, bien, si on achetait une pleine page dans le journal Le Devoir, on achetait tant de PEB. Il n'y avait pas de mesure de résultats autres que ça, sauf pour les marques très, très riches qui faisaient des enquêtes post-campagne pour valider si la population avait retenu le message. Mais qui a 50 000, 100 000 150 000 à investir en recherche post-campagne pour valider l'impact de la campagne? C'est un très petit nombre au Québec d'entreprises ou d'organismes qui pouvaient se permettre ce genre de campagne-là. Alors, les salaires des journalistes étaient rémunérés à leur juste valeur. Là, ils étaient rémunérés à leur juste valeur et les organismes de presse avaient les moyens parce qu'il y avait la pub traditionnelle. OK? Puis ça coûtait très cher. Encore aujourd'hui, si on achète une campagne à la radio, à la télévision, c'est sûr que c'est plus cher qu'une campagne sur le web pour le même média. Là. Si je prends le même média, je leur demande les chiffres en trad et les chiffres en numérique, bien, leurs chiffres numériques vont être beaucoup moins chers que les chiffres en traditionnel. Fait que longtemps, les médias traditionnels ont surfé sur cette manne. C'est très, très, très payant. Et là, les codes d'écoute diminuent pour certains. Hein, on le voit, là, c'est des grandes tendances. Là, je ne pointe pas un média en particulier au profit du web. Le temps d'attention moyen d'un individu va plus sur Internet, sur son cellulaire, sur l'ordinateur que sur un média traditionnel comme la radio, la télévision, le magazine, le journal papier. On en convient. OK? Donc là, il y a eu un déplacement ici. Et ce que les journaux ou les organismes de presse ont fait dans la transition vers le web, c'est qu'ils ont continué le modèle d'affaires, de publicité à la traditionnelle sur le web. Et donc, ils ont ajouté des bannières partout sur le site web. Et ça, il s'agit d'une approche marketing qui interrompt le consommateur. On interrompt l'utilisateur qui lit l'article, on y pousse un gros pop-up où on est dans une infolette et boum, il y a plein de pubs, puis on perd notre nouvelle. Et donc, ce genre de marketing d'interruption-là fonctionne de moins en moins. Parce que sur Google, parce que sur Facebook, parce que sur d'autres plateformes, la publicité, elle est intégrée.
Elle est intégrée à la consommation. Si je descends dans mon fil Facebook, Instagram, peu importe, je vais voir des nouvelles de mes amis, je vais voir les photos du voyage d'été, puis là, whoop, j'ai une publicité. Puis elle a la même forme, ça n'interrompt pas ma navigation, ça s'intègre dans le parcours de mon utilisation de la plateforme. Et ça, ben, tranquillement, pas vite, ça fait que tout ce qui était publicitaire traditionnel, publicitaire numérique sur ces plateformes-là devenait en quelque sorte un peu désuet parce qu'on voyait qu'on n'avait pas les résultats. Puis maintenant, en ligne, on peut mesurer rapidement qu'est-ce que donne une publicité sur un site web ou une publicité sur Instagram, par exemple. On peut les comparer en temps réel. Le lendemain, on sait qu'est-ce qui avait le meilleur retour sur investissement. Alors, tranquillement, pas vite, les médias qui se sont accrochés, les médias plus traditionnels qui se sont accrochés à ce modèle publicitaire un peu ancien, ben ils sont passés à côté de ce que Facebook, Google ont fait, soit de dire mon consommateur fait une recherche dans Google et donc la publicité que je vais vendre, ce sont des résultats de recherche qui s'intègrent. Je ne vais pas interrompre la recherche sur Google pour pousser une publicité pour ensuite revenir à la recherche. Je vais vendre des résultats de recherche qui s'intègrent dans ma plateforme. Et c'est ça qui explique le transfert de dollars. C'est pas que les annonceurs comme vous sont méchants puis qu'ils aiment mieux Facebook puis Google. C'est qu'ils souhaitent que ça donne des résultats au meilleur coût possible. Et ils souhaitent respecter aussi la personne. Quand la personne lit un article et se fait pousser un gros interstitiel qu'on appelle, qui la dérange, qui fait du bruit, ben, c'est pas non plus respecter l'utilisateur. Et le point crucial aujourd'hui, c'est que c'est pas la responsabilité de Facebook, Instagram, Meta, Google d'assurer la rentabilité de nos organismes de presse. C'est pas ça l'enjeu. Alors, nous, ce qu'on questionne ici, c'est une loi qui impose à des entreprises privées de payer pour la rentabilité ou la profitabilité ou la tenue d'organismes de presse. Par contre, Google et Meta ont des responsabilités sociales. Si on sort du domaine, puis qu'on pense à des usines qui rejettent des déchets, OK, disons une grosse usine, une grosse production qui rejette de l'eau gluante bleue turquoise qui flash dans le noir, OK? Ben, cette entreprise a une responsabilité quant à la gestion des déchets créés par son entreprise. Ben, en ce qui nous concerne, Google, Meta, ben, tout ce qui est désinformation, puis ils en font la promotion. Ils font la promotion parce qu'ils font de l'argent avec la désinformation. C'est une manne très payante pour eux. Eh bien, ça, de notre point de vue, c'est les déchets créés par leur monstre qu'ils ont créé. Ils ont créé une plateforme qui favorise la diffusion de désinformation auprès de personnes plus vulnérables à cette désinformation-là. Et ils font beaucoup d'argent avec ça. Et en ce qui nous concerne, ça, c'est le déchet bleu qui coule dans la rivière. C'est une métaphore. Mais ce dont ils sont responsables, c'est la gestion de leur matière résiduelle intellectuelle. Et c'est ça qu'ils ne font pas. Et en ce qui nous concerne, l'idée n'est pas de forcer Google et Meta à donner des dollars aux organismes de presse, mais bien de gérer leur matière résiduelle intellectuelle, ce qu'ils ne font pas. En ce moment, ils ont juste tout éliminé, puis ben, qu'est-ce qui va se passer sur les réseaux sociaux? Ça va être purement la désinformation ou du moins, il va y avoir de l'excellente information quand les personnes vont être responsables individuellement et vont se donner un devoir personnel d'apporter de la saine information sur le réseau. Et donc, ce qu'on pense, c'est que c'est pas une loi qui devrait forcer un de payer l'autre. Ça devrait être des lois qui forcent les grands groupes d'être responsables de ce qu'ils diffusent chez eux, responsables de ne pas aller contre la démocratie, responsables d'assurer la saine information de leurs utilisateurs. Et malheureusement, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas dans leur intérêt financier. Puis ça, c'est dommage. Et après, chacun de vous, et en point 3, on va en parler, mais chacun de vous est responsable de comment il endosse ça à travers chacune de ses petites actions.
Parallèlement à ça, le modèle de la presse, du journaliste, ben c'est certain que nous, au Québec, on a fait le choix d'investir au Québec et au Canada dans Radio-Canada, qui est notre média de presse journalistique public et financé. Et ça, c'est ce qui nous assure une forme de journalisme la plus, entre guillemets, pure possible. Et c'est ce en quoi on croit ici. On va un petit peu plus large. Je ne parle pas de journalisme pur, mais on a aussi Télé-Québec avec d'excellents magazines de société, documentaires. Ils investissent énormément dans des émissions éducatives pour nos enfants. Donc, c'est certain qu'on fait déjà ce job-là en termes de financement public pour nous assurer de l'information de qualité ici et on peut en être fiers. Par contre, le reste des médias et le reste tout ce qui est journalisme privé, ben, il va falloir revoir le modèle d'affaires. Il faut aller, vous l'avez fait pendant la pandémie, la plupart des clients qui sont rentrés chez nous là, ont revu leur modèle d'affaires, leurs pratiques. Ben, le journalisme privé doit revoir ses modèles d'affaires, ne peut pas rester accroché dans un ancien modèle et être déçu de ne pas arriver en fin d'année. Puis, tu sais, on voyait l'exemple de Métro. Ben, Métro a eu des subventions, il y a eu plusieurs chroniques ou articles, il y a eu beaucoup d'informations à ce sujet. Ben, il y a certains partis privés qui ont pris les sous avant de fermer, là, au lieu de continuer d'investir dans la nouvelle. Donc, il faut revoir le modèle d'affaires, il faut revoir pourquoi on fait les choses. En trois, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? D'un point de vue de chacun des individus qui écoutent cette vidéo, on ne peut que vous inviter à, identifier des médias en lesquels vous avez en lesquels on a confiance, des médias qui partagent de l'information valide et journalistique, pas seulement de la chronique. Et donc, inscrivez-vous à l'infolettre parce que plus qu'ils sont d'abonnés à l'infolettre, ben, vous allez avoir accès à leurs articles quand ils sortent et deux, vous allez être une personne de plus sur leur nombre d'abonnés et avec le nombre d'abonnés à l'infolettre, ils arrivent à vendre de la publicité dans leur infolettre et ça vaut plus cher. Donc, abonnez-vous aux infolettres des médias qui font du bon journalisme ici et ailleurs. Deux, questionnez-vous sur le choix de vos réseaux sociaux, sur ce que vous faites d'un point de vue individuel. Hein, aussi, on n'est pas obligé d'être sur Facebook, Instagram individuellement. Pour l'être avec l'entreprise, c'est difficile de s'en sortir. On n'est pas obligé d'investir des dollars, par contre, mais on peut être là en organique. On n'est pas obligé de nourrir la machine en argent. Puis, pour être présent avec votre entreprise, votre organisme, vous pouvez vous créer un compte Facebook qui est vide, entre guillemets, une coquille vide, qui est liée à votre business manager par laquelle vous gérez vos comptes entreprises. Ça peut être une formule. Aussi, on vous invite à privilégier LinkedIn, qui est super bien géré. C'est sûr que si on veut vendre des mascaras, LinkedIn, c'est pas la meilleure plateforme pour se faire connaître. Mais il faut arrêter de penser que la seule façon de se faire connaître ou d'engager une relation avec des clients potentiels ou actuels, c'est les réseaux sociaux. Pour ceux qui font du développement des affaires, LinkedIn, plateforme extraordinaire à découvrir. Et de ne pas s'arrêter à la publicité sur Facebook et Google pour se faire connaître. Il y a plein d'autres avenues. Là, je lance quelques idées, mais ça va me faire plaisir d'en discuter si certains d'entre vous veulent revoir leur stratégie. Les dollars publicitaires peuvent aller dans la création, par exemple, d'un projet spécial qui va vous faire connaître, qui va vous mettre sur la map, qui va faire parler de vous en relation presse, soit dans les journaux, dans les nouvelles, gratuitement. OK, vous pouvez investir dans un projet local, national, un projet de développement de R&D, un projet innovant. Et puis, les dollars, s'ils vont là, ben, on va parler de vous. Il y a aussi tout ce qui est partenariat stratégique. Il y a certainement des gens complémentaires à vous qui ont des plus grands réseaux de clients potentiels où vous pourriez vous coller l'un et l'autre et partager vos réseaux, partager vos ressources. Et donc, sans investir d'argent, ça nous permet d'élargir notre réseau de clients potentiels. On peut partir en tournée, se faire connaître, aller l'argent qu'il y a en pub peut aller. Par exemple, on fait une tournée nationale, internationale, aller rencontrer des clients potentiels, des partenaires potentiels. Ça coûte cher faire ça, mais les dollars publicitaires peuvent aller là. Donc, il faut vraiment s'ouvrir un peu sur de nouvelles pratiques si on veut se détacher du modèle. On fait de la pub Facebook et Google Ads. OK?
mais c'est possible. Et finalement, je disais, je veux vous partager 3 médias que j'aime bien, moi, au Québec, et que je trouve qu'ils sont suivis, je veux dire, ils ont suivi la game, là, eux autres, puis ils ont évolué, puis ils ont fait autrement. D'abord, la presse qui est devenue un OBNL, qui veut faire de la nouvelle gratuite. Ben, en devenant un OBNL, ils ont accès à plus de subventions, ils ont accès à des tarifs préférentiels pour certains outils, puis ils peuvent demander des dons. Donc, les gens, au lieu de payer pour un journal qui arrive tous les matins, ils donnent, ils peuvent offrir un don pour soutenir l'organisme qui diffuse, qui assure le rayonnement de nouvelles de qualité écrites par des journalistes qui ont fait un travail de fond et rigoureux. Deuxièmement, ben, allez vous inscrire à l'infolette de la presse, les affaires. Les affaires, superbe infolettre aussi. Je vous encourage à les suivre. Ils ont des chroniqueurs et des journalistes. Ils ont bien intégré aussi le marketing de contenu. Donc, parfois, on voit des contenus commandités par une banque, par une région touristique. Et puis là, on lit l'article qui est superbe, qui est bien écrit, qui a été écrit à l'interne aussi. Dans l'équipe de la presse, mais qui est commandité par, et c'est fait avec élégance et c'est pertinent. Alors, ils ont bien joué le jeu. Je serais curieuse de voir où en sont les chiffres d'affaires des 3 que je vous présente, là. Et finalement, Urbania. Urbania, ce que j'aime d'Urbania, c'est que rapidement, ils ont réussi à... En fait, ils ont créé une boîte de production, de publicité. Ils vont le tournage pour vous. Ils vont faire des reels, des stories pour être intégrés dans Facebook, Instagram de façon organique et dans le ton d'Urbania. Donc, si vous voulez investir en publicité autrement, bien, vous leur faites confiance et eux vont écrire dans un ton Urbania qui est bien harmonieux, qui est sur la même fréquence, dans le fond, que le reste des contenus. Et puis, leur infolettre, elle est super populaire. Ça fonctionne toujours très bien. Alors, je vous invite à vous abonner pour suivre comment ils font, comment ils intègrent. C'est vraiment des gens à suivre. Alors, voilà. C'était un peu long, mais je crois que c'était important qu'on prenne position ici à la firme en tant qu'équipe, en tant que on est une gang de filles qui fait ça depuis longtemps. Catherine et moi, on a étudié à l'École des médias de l'UQAM au Québec. Donc, c'est un enjeu qui nous tient à cœur. Puis, on veut s'assurer que vous prenez des décisions éclairées quand vient le temps d'investir vos dollars. Comme entreprise et comme individu, chaque geste qu'on pose soutient des organisations privées et on vote avec notre portefeuille. Il faut arrêter d'attendre après les gouvernements et tout, là. À chaque transaction qu'on pose, c'est comme si on vote pour quelque chose. Alors, endossez vos valeurs profondes, endossez les organisations, soutenez les organisations qui correspondent à vos valeurs profondes et qui bâtissent avec vous votre vision de projet de société finalement. Alors, voilà. Et puis, en dernier lieu, si vous souhaitez partager votre position, ça pourrait être intéressant de juste répondre à ce courriel. Et puis, si j'ai beaucoup de commentaires, je pourrais les partager ultérieurement dans une infolette en gardant tout le monde anonyme. Ça me ferait plaisir. Donc, c'est sûr, je garderai tout le monde anonyme. Mais si vous voulez ajouter quelque chose, si vous voulez ajouter un enjeu, un point de vue, une bonne idée pour vous faire connaître autrement que par la publicité, ça va me faire plaisir si ça peut enrichir la discussion de le partager dans une infolette ultérieure, toujours anonyme. À moins que vous teniez à ce que j'ai inscrit votre nom, vous pouvez me le renseigner, mais sinon, ça resterait anonyme. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée. C'est la rentrée. À vos plans d'action marketing, de sorte à prendre plein de place avec votre organisation, mais toujours en accord avec vos valeurs profondes. À bientôt.